Et si on parlait de l'usine insectes? Et si on parlait du Mercosur? Et si on parlait souveraineté alimentaire? Qui se souvient de cette usine à insectes qui nous a coûté des millions? Ah, on a investi à pognon de dingue là-dedans. Et l'entreprise ne marche pas. Ah, c'est ouf ça. Et qui a payé ça? Ah, nos impôts. Ah, c'est con ça. On va faire le tour. Vous allez voir, on veut vous faire bouffer de la merde, les gens ne veulent pas bouffer de la merde, et du coup, on a perdu du pognon là-dedans. Matt, un agriculteur qui nous reposte. La fin d'année, c'est le moment des bilans. Archives 2022. Insectes. Vous savez, on l'avait traité sur la chaîne, cette usine qui voulait vous faire bouffer de la farine d'insectes. Ça avait pas marché, les gens voulaient pas en acheter, du coup ils ont dit pas grave, on va faire de la farine d'insectes pour les animaux. Ça n'a pas marché non plus. Des dirigeants européens visionnaires. 27 ministres de l'environnement européen. 27 ministres de l'environnement européen, payés avec nos impôts, tu vois. Une usine géante que de nombreux pays américains et asiatiques auraient rêvé d'implanter chez eux. 20 à 30 milliards d'euros au bas mot, voilà ce que ça nous a coûté. 5 usines du même type sont prévues en France d'ici 2030. Bilan, 18 mois de production à 15% des objectifs initiaux, 250 millions d'euros d'argent public, subventions plus prêts BPI et CDC, partis en fumée. Alors on va se regarder ça. Ah, c'est d'une magnificence incroyable. Dans sa combinaison intégrale, Thomas Lefebvre, docteur en biologie moléculaire, veille sur son cheptel. Un élevage précieux de milliers de spécimens. Ils vont les abattre, ils ont la dermatose nodulaire contagieuse du scarabée de la farine. Alors c'est un petit scarabée que vous avez ici. Vous avez les différents stades d'ailleurs. Vous avez les larves qui vont se transformer en nymphes. Donc c'est la partie où il y a la métamorphose. Et la nymphe va se transformer en adulte. L'un des gros avantages de cet insecte, c'est qu'il est d'une grande qualité nutritionnelle. Donc on va pouvoir en faire des protéines de très bonne qualité. Des protéines qui pourront remplacer les 1,5 million de tonnes de soja, par exemple, que nous importons chaque année pour nourrir les élevages de poulets, de porcs, de poissons. Du soja qui nécessite d'immenses surfaces agricoles, très gourmandes en eau et pesticides, et qui poussent à la déforestation. Alors ce qui est rigolo, c'est que dans ce documentaire, ils vous disent que c'était pour nourrir les animaux, le machin et tout. Non, c'était fait pour être mis dans l'alimentation humaine, hein. Et ensuite, ils ont essayé de le mettre dans l'alimentation animale, les chiens, les chats, tout ça. Ça n'a pas pris, c'est bizarre. Forestation des zones tropicales. Voilà pourquoi dans ce laboratoire, les insectes sont bichonnés avec le plus grand soin. L'idée, c'est de les élever pour qu'au stade de larve, on les transforme sous forme de farine très nutritive. En quelques semaines, elles vont atteindre le poids final. Ces insectes produisent des protéines non seulement aussi vite qu'une plante, mais autant que de la viande, un potentiel inégalable. On est vraiment sur une production qui va permettre d'avoir un impact important dans le système alimentaire mondial avec une nouvelle source de protéines. Après la phase Ça c'était le début, hein. C'est quand on vous vendait ça, voilà. Ça n'a pas marché en fait. expérimentale, place à l'échelle industrielle. Pour la production de protéines sous forme de farine, d'huile capable de remplacer l'huile de palme, et même des engrais pour les cultures à la place des fertilisants chimiques. Pour cela, il faut ouvrir des usines gigantesques, accueillant des millions et des millions de spécimens. Et c'est déjà une réalité. Voici la plus grande usine d'insectes au monde. Elle sort de terre près d'Amiens, dans le nord de la France. Elle sera achevée d'ici quelques mois, mais elle intrigue déjà. 27 ministres de l'environnement de l'Union européenne se sont déplacés pour découvrir ce site stratégique, capable de garantir notre indépendance alimentaire. Parce que les protéines, c'est pas de 80% des importations. Notre dépendance alimentaire. Il n'a pas encore utilisé le mot souveraineté alimentaire. À l'époque, c'était pas rentré dans le truc. Mais clairement, quand je vous dis que le fait que notre ministère de l'Agriculture se nomme maintenant ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, je vous avais dit de bien faire attention à ça, c'était pour faire rentrer ce genre de conneries là, d'usine à insectes,
de steak imprimé en 3D ou de steak élevé en, tu sais, en batterie, là, le steak qui pousse tout seul, là. Le truc dégueulasse, que ça rentre dans la souveraineté alimentaire. Le Mercosur, ça sera la souveraineté alimentaire, les gars. Oui, bien sûr. Au niveau européen pour les protéines, donc on relocalise la production de protéines pour nourrir nos animaux, nous nourrir également. Dans ce qui est encore un hangar, 200 000 tonnes de protéines seront produites chaque année à partir des scarabées molitors. This is the place where the beetles, adults, will be fed. So we will... Une usine géante de scarabées que de nombreux pays, notamment américains ou asiatiques, auraient rêvé d'implanter sur leur sol. C'est une priorité, parce que premièrement, cela crée des emplois locaux ici en Europe, et aussi parce que nous voulons être leaders de la transition énergétique. Montrer que tout ceci, ça fonctionne, c'est une priorité absolue. Ça n'a pas fonctionné. Il est tellement bon qu'ils sont obligés de mettre des combinaisons étanches et après ils veulent nous faire manger ça, c'est un carnaval, hein. Non, les insectes, c'est pour les oiseaux, les poissons, et nous, on mange les volailles et les poissons. Sauf que personne n'avait envie de consommer cette merde. Parti en fumier. Le Mercosur, le gras Patrick nous dit « Qui est encore assez naïf pour croire que la France va inverser la tendance? Le double langage a assez duré. » Et ça, je vous avais prévenu, je vous avais dit « Attention !» Ils vous disent que le Mercosur, machin et tout, les agriculteurs ont gagné, hein, par le biais de la voix de Arnaud Rousseau et la FNSEA. Or, ils n'ont juste fait que reporter la signature à la mi-janvier, en fait. Accord de libre-échange de EU-Mercosur, l'Allemagne estime que la signature du traité est désormais acquise. Voilà, c'est... Ça date du 19-12, voilà. C'est acquis. C'est bon. On ne demande plus si l'accord sera signé, mais quand il le sera. Voilà, c'est pas est-ce qu'il va être signé, c'est quand, en fait. C'est fait, c'est déjà fait, en fait. Je vous l'ai toujours dit sur cette chaîne. On est baisé, en fait. À moins de sortir de ce foutu truc qui s'appelle l'Union Européenne et de reprendre notre souveraineté, justement. Et quand il le sera, c'est féliciter le gouvernement allemand. Et c'est sur un site obscur, hein, bien sûr, Boursorama, bien sûr, on fait de la désinformation. Les agriculteurs ont fait leur propre malheur, les agriculteurs rentraient en permanence la queue entre les jambes. Voilà, encore quelqu'un qui confond la FNSEA avec les agriculteurs, hein, mais les agriculteurs se font toujours justement voler leur révolte par la FNSEA, qui est aux ordres de Macron, qui est aux ordres de l'Union Européenne, et qui a des intérêts dans le Mercosur. Suis-je le seul à penser que le Mercosur est un écran de fumée pour nous détourner le regard du vrai danger qui est l'Ukraine, pendant que quelques têtes de bœuf aux hormones se retrouveront dans nos cantines, des milliers de tonnes de poulets et œufs pourris rentrent chaque mois. C'est pas faux. C'est pas faux. Oh, ah, en gros, je sens que ça, le commentaire, il va être gratiné. On a le petit drapeau européen, on a le petit drapeau ukrainien. Parole d'un sot. L'accord n'a pas besoin de la France pour être signé, la majorité qualifiée suffit. En fait, c'est l'Italie qui va décider et Madame Meloni s'appelle pas Emmanuel Macron. Hier, elle était contre. Demain, je ne sais pas. Tu vois, quand tu vois ça, quand tu vois drapeau européen, quand tu vois drapeau ukrainien, tu fais hop, tu fais ça, tu fais oh regarde, tu fais attends, il est où? Ah, bloqué, voilà, voilà, parce que les abrutis qui comprennent rien, maintenant faut pas leur parler, faut pas entrer en contact avec ces gens-là. Toxin qui nous dit la souveraineté alimentaire, attention, toujours ce mot, la souveraineté alimentaire du pays, ça doit être la première préoccupation de tous les Français. Alors moi, j'aimerais que vous arrêtiez d'utiliser ce mot, la souveraineté alimentaire, c'est faire le jeu du système. L'agriculture du pays, ça doit être la première préoccupation de tous les Français. Qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient noirs ou blancs, en fait, quel que soit le monde que vous voulez demain en France, s'il n'y a plus de souveraineté alimentaire, c'est fini. Et tu vois, ça c'est clairement, vous venez de prendre les mots du système pour combattre le système. Et ça, c'est pas bon. Tu changes souveraineté alimentaire par agriculture. Agriculture, tout le monde comprend. Agriculture, c'est ceux qui produisent la nourriture. D'accord ? Et là, ta phrase prend un tout autre sens. Là, vous venez de prendre justement ce que le système veut qu'on dise. La souveraineté alimentaire. Jamais de la vie. Et je vous l'avais dit, hein, ce mot, vous allez le voir de plus en plus poussé dans les médias, etc., etc. Donc, je pense qu'ils l'utilisent maintenant par habitude de le voir dans les médias.
Mais le vrai mot, les gars, utilisez ce mot, agriculture. Agriculture! On n'est pas des souverains alimentaires, ceux qui produisent la bouffe. On est des agriculteurs. Pierre-Guillaume Mercadal, de la ferme des cochons laineux, dénonce des violences policières graves et prévient les paysans s'équipent et ne reculeront plus. Oula, attention. Pour lui, la perte de la souveraineté alimentaire signerait la fin de la France. Oui, mais le Mercosur est, pour Annie Genevard, de la souveraineté alimentaire. Voilà. Tu vois, utiliser les mots du système, tu leur donnes des balles pour tirer. L'IGPN a été saisi par la coordination rurale. Oui. Moi, j'ai des amis qui étaient sur place qui m'ont raconté. Ce dont on ne parle pas aussi, c'est qu'il y a une femme enceinte de 6 mois qui a été projetée par terre à ce moment-là. Tout ça, c'est des images que vous verrez pas aux infos, bien entendu. Hein. Bon, comme dit Jean-Louis, en fait, nous, on n'est pas... Les paysans, on n'est pas des soldats, on n'est pas là pour tuer, on est là pour produire de la nourriture. Mais à un moment donné, voilà, nous, de toute façon, on a commencé à s'équiper pour les gaz. Et je peux vous dire que si les gaz marchent pas et qu'ils veulent nous rentrer dedans, ils vont en prendre plein la gueule, hein, les flics. On est déterminés et on n'a pas prévu de reculer. Et puis, comme j'ai déjà pu le dire chez vous, en fait, quelque part, j'ai presque envie de vous dire que les paysans, on s'en fout. Que les paysans, on peut ne pas les aimer. On peut en avoir rien à faire même de manger français. Mais la souveraineté alimentaire du pays, ça doit être la première préoccupation de tous les Français, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs. En fait, quel que soit le monde que vous voulez pour demain en France, s'il n'y a plus de souveraineté alimentaire, c'est fini. Et pour parler, par exemple, du parallèle que faisait Jean-Louis avec... Attends, s'il te plaît, je croyais que c'était Toxin qui utilisait ce mot. S'il te plaît, Pierre-Guillaume, l'agriculture. J'utilise le mot agriculture. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu es éleveur, tu es agriculteur. Tu n'es pas un souverain alimentaire. Faut pas utiliser les mots du système. Ces mots sont utilisés justement pour nous duper. Avec la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors militairement c'était plus dur, la moindre action de résistance, vous étiez fusillé si vous étiez attrapé. Mais si vous arriviez à renvoyer l'occupant chez lui, vous gardiez le contrôle du pays parce que vous aviez justement une souveraineté alimentaire. Là, on est en train de la perdre, et si on la perd, même par les armes, on ne pourra plus reprendre le pouvoir. On sera comme les pays d'Afrique qui ne sont pas souverains au niveau alimentaire. Ouais. Et oui, on est en train de se tiers-mondiser. On n'a plus d'usines, on n'aura plus d'agriculture, on n'aura plus rien. Et on sera complètement dépendant de l'Union européenne. Et on ne pourra plus sortir de ce machin-là. L'objectif, c'est 2030. Si on n'est pas sorti de cette merde en 2030, on est cuit avant 2030. Parce que 2030, c'est fini. On est cuit. On est cuit. Je vous le dis tout net, hein. La souveraineté alimentaire n'est ni plus ni moins importante que la souveraineté énergétique ou industrielle. Deux choses que nous n'avons plus, à cause de l'Europe. Et dans une économie mondialisée dont l'Europe a été le principal dévot, le petit exploitant agricole est appelé à disparaître irrémédiablement. Avez-vous une copie de la saisine de l'IGPN? On l'a vu dans la vidéo précédente, l'IGPN ne sera pas saisie, voilà, c'est... Non, c'est... les flics ont tous les droits. La priorité, c'est la garantie d'avoir de la nourriture, la souveraineté vient après, et ça se paye. La priorité, c'est la garantie d'avoir de la nourriture. Voilà. C'est la garantie d'avoir de la nourriture. Donc lui, il est pour, tu vois. Avoir de la nourriture par le Mercosur, c'est bon, hein. La souveraineté, ça vient après. Ça viendra après, ça. C'est bon. Du moment qu'on est livré par le Mercosur, tout va bien. Excellente émission d'ailleurs. Comment obtenir les coordonnées des éleveurs de canards ou de volailles ou de toutes les espèces bovines ou porcines ne pratiquant pas la vaccination? Il faut favoriser les producteurs qui misent sur la sélection et l'immunité acquise naturellement. Alors au niveau des canards, t'es cuit. Parce que la vaccination est devenue obligatoire au niveau des canards. Nous, par exemple, on ne pratique pas la vaccination sur nos volailles et on vend nos œufs sur les marchés. Le jour où la vaccination devient obligatoire sur nos poules, je pense qu'on arrête l'élevage de poules. Vraiment. C'est pas envie de me faire chier avec ça, déjà d'une. J'ai pas envie d'avoir un veto qui vient me casser les couilles sur mon terrain pour les vacciner. Donc, j'espère que ça ne verra jamais le jour.
J'espère que pour les petits exploitants, ça sera jamais une autorisation, parce qu'il faut savoir aussi que tu as aussi un certain nombre de têtes. En dessous de 250 têtes de volaille, tu ne réponds pas aux mêmes normes que celui qui a 250 têtes de volaille, justement. Nous, on est en dessous. On fait bien attention de rester en dessous. Pour le moment, on est à 60, et on va monter à 100 volailles. Alors certes, on peut pas faire une énorme production d'œufs, mais on en fait bien assez, hein, puisqu'on fait 1800 œufs par mois pour vendre sur les marchés. Et là, le truc, c'est qu'on est confronté au fait que, oui, mais de plus en plus de gens en veulent. Des œufs frais, des œufs, justement, de volailles non vaccinées, des œufs de poules de réforme, parce que ce qu'on fait, nous, c'est qu'on prend les poules qui sont censées aller à l'abattoir, et on dit, non, je t'en prends, là, tiens. Et elle meurt de leur belle mort. Donc ça, c'est pareil, hein, tout ça, ça s'implique dans une démarche, hein, comme je vous dis, moi, j'ai une démarche écologique, j'ai une démarche qui n'est pas reprise justement par EELV, qui demande un maillage complet du territoire de petites fermes nourricières, hein, de façon à ce que tous les 15 km, 20 km, on retrouve une petite ferme sur 2 hectares, tu vois, qui produit des œufs, qui produit un peu de viande, la viande de lapin très facile à produire sur très peu de surface, qui produit des légumes, et paf, et à 15-20 minutes de tout le monde, on trouve une petite ferme nourricière. Oh mon dieu, mais Christophe, tu peux pas mettre des fermes comme ça partout, ça va prendre de l'espace pour les éleveurs et pour les céréales. Ça va, tous les 15 km, t'as de la place encore pour faire de la céréale, non? Bref. Et ça, bizarrement, ce n'est pas un projet poussé par EELV. C'est étrange, hein. C'est étrange, c'est bizarre. Bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me partager votre... Oh, attendez, si. Faudrait qu'on aille revoir Matt, je sais pas si on va retrouver. Parce que Matt, il m'a fait rire hier. Qu'est-ce que c'est que ça? Matt, il m'a fait rire hier parce que justement, il parlait des potagistes. Des potagistes. Vous savez, ceux qui font leur jardin, machin et tout, et qui t'expliquent comment tu vas gagner ta vie avec le jardin. Voilà. Matt qui nous dit « Bonjour X, c'est lundi !» On regarde ce classique des reportages, donc c'est un reportage télé, qui démontre que les fruits et légumes dans des magasins ne sont pas chers. 1 heure par jour pour 3,30 €, le salaire minimum de la Bulgarie, du Chili ou de l'Équateur. Alors voilà, c'est toujours intéressant de voir quand vous avez des personnes qui vous... Moi je vous dis, faites votre potager, ce que vous produisez, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Hein, mais quand on vous dit oui, regardez le coût à l'heure, nanani, nanana, ouais, en fait, 3,30 € de l'heure. Mais bon, le potager entre dans une autre logique, elle entre dans une logique plaisir aussi. Hein. Quand on est dans la production, on fait autre chose. Là où ça devient dérangeant, c'est quand les gens qui font du potager et de la permaculture, la fausse permaculture hein, au potager, viennent t'expliquer ce que toi tu dois faire. Hein, en n'ayant ni les mêmes contraintes normatives, ni les mêmes contraintes administratives, ni les mêmes contraintes de charge. Hein, parce que nous, on a 60 à 75% qui partent pour payer l'État. Donc la sécu, le frais de fonctionnement, les chômages, les retraites, etc. Jean-Pierre a trouvé un autre moyen de produire en quantité, le carré potager. Très tendance ces dernières années. Pas besoin de retourner la terre, on prend... Donc déjà là il y a du bois, je vous invite à aller voir sur la chaîne Pragmaferme, on avait des châssis en bois, c'est terminé, maintenant c'est châssis en parpaing, ça 5 ans. 5 ans c'est fini, c'est par terre, on n'en parle plus. Bah oui, le bois ça finit par pourrir. Quelques planches de bois, un peu de bois broyé, une couche de fumier, et pour finir quelques sacs de terreau. De quoi booster la productivité de son potager au maximum. On va pas nourrir une famille, hein, mais en optimisant quand même avoir un gain d'une centaine d'euros. 100 € de rendement sur seulement un petit mètre carré. Ouais, alors là, par contre, je demande à voir les récoltes sur son mètre carré, parce que 100 € le mètre carré, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Au mieux, t'arrives à... Pour des professionnels, hein. Pour des professionnels. Et sous serre, t'arrives à 50 € le mètre carré. Sur toute une année. Parce que sous serre, tu peux commencer plus tôt, finir plus tard. Quand tu arrives à 10 € le mètre carré en extérieur, t'es bien. À 20 €, t'es très bien. À 30 €, t'as tout surpassé. Et là, on te dit, non, mais là, 100 € sur un mètre carré. Non, arrêtez de vendre du rêve. Tu vois, c'est ça que je reproche aux chaînes de potagistes. Et c'est pour ça que je les regarde plus. Aujourd'hui, je ne regarde plus de chaînes françaises de
permaculture, je ne regarde plus de chaînes françaises de potagistes parce que tout est bullshit, tout est faux. Et quand toi tu es instruit là-dessus, hein, que tu, voilà, enfin je veux dire que tu produis pour nourrir les gens, parce que la permaculture c'est ça la promesse, hein, c'est nourrir les gens. Hein. Tu te dis mais ils disent de la merde là un petit peu quand même, les gens s'en rendent pas compte. C'est rigolo. Ok. Et c'est pour ça que je regarde plus les chaînes françaises. Alors, à part des chaînes professionnelles, comme des chaînes de maraîchage, comme des chaînes d'agriculteurs, Sam, agriculteur indépendant, comme la ferme de la Valette, Sylvain Couder, comme la ferme de terre, tu vois, ça c'est des maraîchers, c'est des gens qui produisent, etc. Sinon, je vais sur le YouTube américain maintenant. Ils sont plus... on en parlait hier justement en live sur Twitch, ils sont plus terre à terre, ils sont plus pragmatiques. Ils sont pas à rêver ou à avoir une relation romantique avec la terre. C'est, voilà, il y a une production, ok, il faut respecter la terre, ok. Mais là, on met du pragmatisme. Et moi, c'est ce que je pratique. Alors tu vas me dire, ah Christophe, tu te rapproches de plus en plus de l'agriculture industrielle. Pas du tout. Pas du tout. La permaculture a été tirée des maraîchers du 19e siècle. Tu crois que les maraîchers du 19e siècle, ils rêvaient ou ils mettaient en pratique des choses sensées? Alors, moi je pratique ça. Maraîchers du 19e siècle, c'est eux qui m'inspirent. C'était en France. Autour de Paris, ça a marché une fois en France. Voilà. Et on refait la même chose. On est en France. Bon, c'est français, monsieur. Bref, ouais, je voulais vous montrer ça, ça m'avait fait rire. Bref. Sur ce, bah écoute, tu me partages ce que tu en penses dans l'espace commentaire, tu t'abonnes si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr tu partages cette vidéo autour de toi. N'hésite pas non plus à la liker, la booster, la commenter, hein, pour faire gigoter l'algorithme de YouTube, et bien entendu, à commenter, à partager la pragmatisme autour de toi, et à faire rayonner la pragmatisme autour de toi. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatique. Ciao.